Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'endurance fondamentale. On en entend parler dans tous les sens. On entend tout et son contraire. Aujourd'hui, tout le monde ne jure que par ça. Et on va un peu débunker tout ce qui se passe parce qu'il n'y a pas forcément que des bons trucs dans l'endurance fondamentale qui peut être un piège énorme. C'était une très belle intro. Maintenant, on est dans l'ambiance premier de la classe. J'ai mon stylo, j'ai mon carnet. Je me suis noté des trucs que je vois, des messages que je reçois sur Instagram. D'ailleurs, mon petit compte Instagram est juste là. C'est sur Instagram que je partage bien sûr tout mon quotidien et sur YouTube que je partage toutes mes vidéos sur mes entraînements, sur mes courses. Plein de trucs qui sont extrêmement cool. Voilà, le ringard, mon dieu. Bref. Déjà, l'endurance fondamentale, c'est quoi? Généralement, si je devais te donner des chiffres, ce serait en dessous de ton SV1. Tout de suite, ça parle à beaucoup moins de gens. Donc si ta fréquence cardiaque maximale, c'est 180, tu fais 180 fois 0,7 et là tu trouves ta fréquence cardiaque et tout ce qui est en dessous devrait être de l'endurance fondamentale. Évidemment, il y a une zone minimum, c'est-à-dire que quand tu es sur ton canapé, c'est vrai, tu es en dessous, mais tu n'es pas en endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est décrit entre des zones très précises, entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque maximale, mais pour moi, en réalité, on peut aussi le définir comme une zone où tu vas être à faible intensité, où il faut que tu passes la majeure partie de ton temps en entraînement. Donc pour moi, si on prend la course à pied, dès que tu cours et que tu es vraiment en aisance totale, tu es en endurance fondamentale. Donc comment savoir si tu es en endurance fondamentale? Déjà, on l'a dit, il y a le cardio de la montre. Maintenant, je suis vraiment pas fan du tout du cardio de la montre, même du cardio en général, que ce soit au brassard ou même au cardio poitrine. Tout simplement parce que ton rythme cardiaque évolue avec énormément de facteurs différents. S'il fait plus chaud, tu peux faire plus 10. Si tu as bu un café, si tu as mal dormi, si tu as très bien dormi, si tu as du stress, si tu as énormément de choses qui se passent dans ta vie, mais en fait, ton rythme cardiaque peut totalement être faussé et décorrélé totalement de la réalité. En réalité, le plus important, c'est les sensations que tu as et ta capacité aussi à parler et à t'exprimer. C'est-à-dire que si je devais te donner les 5 zones, donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, on pourrait les mettre selon des fréquences cardiaques, mais c'est extrêmement important, selon moi, de ne plus se concentrer sur des zones cardiaques, mais sur des zones de sensations. La zone 1, ce serait une zone où tu pourrais totalement parler librement, et si je t'avais au téléphone, je ne me poserais même pas la question de est-ce que tu fais du sport ou non. La zone 2, tu pourrais me raconter une histoire et je commencerais à peine à me poser la question, il est en train de faire du sport? Oui, non, j'ai un peu l'impression, mais je sais pas, je suis pas sûr. Donc toutes ces zones-là, zone 1 et 2, celles-là, on va les classer dans l'endurance fondamentale. Ok? Ensuite, tu as la zone 3. La zone 3, c'est une zone où tu vas avoir des phrases qui sont beaucoup plus courtes, un peu plus hachées. C'est en réalité les zones où les gens le courent le plus possible, alors que ce serait vraiment une zone, c'est une zone intéressante, mais c'est une zone sur laquelle on n'essaye pas de passer beaucoup de temps. C'est pas du tout l'objectif. Et maintenant, tu as la zone 4 et la zone 5. Pour moi, c'est les zones qui sont extrêmement intéressantes, surtout au niveau du travail, de l'entraînement et au niveau de l'intensité. La zone 4, tu peux me dire principalement un seul mot à la fois. Donc c'est ces entraînements où tu cours très vite et ton coach te dit ça va, tu peux juste dire ça va, c'est tout. Comment tu te sens? Ça va. Zone 4. Et ensuite, tu as la zone 5. La zone 5, c'est en réalité très compliqué d'y aller parce que ça demande à ton corps de laisser le temps d'aller jusqu'à la zone 5, mais d'avoir de l'énergie pour garder cette zone 5. Cette zone 5, généralement, c'est cette zone où tu ne peux même plus parler. La fin de cette zone, c'est ta fréquence cardiaque maximale. Pas forcément facile d'aller jusqu'à la zone 5. Pourquoi? L'EF va te permettre de développer ton endurance générale de manière très efficace. Si on reprend les 5 zones, du coup, c'est les zones entre 1 et la zone 2. C'est des zones où tu vas peut-être avoir 10-20% d'efficacité en moins que la zone 3 en termes d'évolution. Mais c'est une zone où tu vas développer 50 à 60% de fatigue en moins. Et donc ça va être encore plus intéressant en réalité. Parce que plus l'entraînement est facile, plus tu peux en faire. Donc, ce qui va être très intéressant dans la zone 1 et 2, c'est que tu vas pouvoir avoir beaucoup de volume très facilement. Okay? Tu vas me dire, très bien, mais moi j'arrive à faire beaucoup de volume avec ma zone 3. C'est trop bien. C'est très très bien. C'est top. Sur le papier, c'est génial. Maintenant, rappelle-toi aussi que plus on a de la fatigue, moins on peut aller facilement dans les zones 4 et les zones 5. Les zones 4 et les zones 5, c'est elles qui te font vraiment progresser de manière très importante et très forte
sur le long terme dans tous les phénomènes d'endurance. Donc cette zone 3, elle n'est pas à bannir, elle est à utiliser avec parcimonie, ainsi que la zone 4 et la zone 5. Mais dans l'idée, tu vas faire beaucoup d'entraînement en zone 1, en zone 2. Tu vas pouvoir développer tes capacités sans développer de fatigue. Ce qui va te permettre d'arriver sur des entraînements d'intensité avec une énergie débordante. Tu vas arriver sur tes entraînements d'intensité, tu vas tout déchirer. Et là, tu vas progresser énormément. Simplement parce que tu auras énormément d'énergie. Même pour la zone 3, tu auras énormément d'énergie pour travailler cette zone 3. Et par miracle, tu vas progresser beaucoup plus. Maintenant, très intéressant, on a des gros problèmes avec cette endurance fondamentale. C'est-à-dire que cette endurance fondamentale, la plupart des gens se croient en sécurité totale dedans. C'est en réalité faux. C'est pas parce qu'on court en endurance fondamentale, en aisance respiratoire, qu'on est en totale sécurité. Il y a un truc que j'appelle l'allure d'endurance fondamentale. Donc c'est ton allure, donc ta vitesse maximale à laquelle tu peux aller tout en restant dans cette zone 2 sans passer dans ta zone 3. C'est variable entre chacun et ça dépend de l'entraînement, de la génétique, beaucoup de choses. Donc l'allure d'endurance fondamentale, pour beaucoup, c'est l'objectif. Okay, ils se mettent à leur limite à chaque fois. Et en plus, cette allure change d'un entraînement à l'autre, comme je te l'ai dit, en contexte de fatigue, en contexte totalement différent. Maintenant, aller à ton allure maximale d'endurance fondamentale, ça va apporter deux problèmes. Un problème déjà mécanique et un autre problème physiologique. Le problème mécanique, il va toucher beaucoup, une grosse catégorie de personnes. Ça touche en réalité tout le monde, mais ça touche une grosse catégorie de personnes. C'est toutes ces personnes qui commencent la course à pied depuis un autre sport. Toutes ces personnes qui ont travaillé du coup leur cardio pratiquement toute leur vie. Donc par exemple, un cycliste, un nageur, qui ont des grosses caisses et une énorme capacité cardio-respiratoire, mais qu'en réalité, ils n'ont pas forcément travaillé les contraintes spécifiques de la course à pied. Et le truc, c'est que si tu as une capacité qui est très importante en termes respiratoires, mais que tu as une capacité mécanique liée à la course à pied qui n'est pas forcément à la même hauteur, et quand tu vas aller au maximum de ta capacité respiratoire, au final, tu auras largement dépassé ta capacité mécanique et physique. Tout ce que tes tendons, articulations, os, tout ce que ton corps te permet. Donc c'est pas forcément grave de le dépasser une fois, mais si tu le dépasses tout le temps, c'est là qu'on s'expose à des risques de blessures. Bien souvent, c'est des personnes qui vont développer toutes les pathologies liées à de la vitesse, donc tendinopathie d'Achille, donc douleur au tendon d'Achille, douleur souvent au pied, les périostites, les rétromalléolaires, et même des douleurs à l'avant du genou. Donc, on n'oublie pas, la charge mécanique, elle est tout aussi importante. Donc, si ton cardio, il ne monte pas énormément parce que tu as une grosse caisse, mais que tu as des fatigues musculaires, tu as des fatigues articulaires, ou même que tu as des petites douleurs, c'est très fortement signe que tu vas souvent trop vite dans tes footings. Surtout si toute la charge avec le fractionné est ajustée et montée très progressivement, et que ta vie n'a pas changé en termes de récupération, que ce soit sur le sommeil, la nutrition, l'hydratation, tout ce que tu veux. Je pense que diminuer ta vitesse aura un effet extrêmement important et extrêmement intéressant sur tes douleurs. Même si tu as l'impression d'être en sécurité parce que tu es en endurance fondamentale, tu ne l'es pas. Deuxième problématique d'aller au maximum de son endurance fondamentale tout le temps, c'est au niveau physiologique, au niveau calorifique. On le sait dans le sport, pour créer une adaptation, une évolution physiologique, une adaptation mécanique, il faut qu'on ait toujours un léger excédent calorique. Très léger, mais sur une journée, si tu manges 2100 et que tu en dépenses 2050, tu as un léger excédent calorique et tu as plus de chances de créer des adaptations tissulaires au sein de ton corps. Des tendons plus forts, des muscles plus puissants, des articulations plus résistantes, tout ce qui t'intéresse. Mais pour être en léger excédent calorique, en fait c'est juste une balance. Tu as ce que tu apportes d'un côté et ce que tu dépenses de l'autre. Donc si tu apportes énormément mais qu'à côté tu dépenses beaucoup, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'être en léger excédent calorique. D'ailleurs, en réalité, énormément de coureurs, sans le savoir, sont en léger déficit calorique. Et ce léger déficit calorique va avoir tendance à réellement t'empêcher de progresser et potentiellement te blesser sur le long terme. Et tu t'en doutes, plus tu cours vite, plus tu brûles de calories. Plus tu brûles de calories, plus tu as de chances d'être en déficit calorique. Donc tu vas me dire, ok, je vais manger plus. Oui, c'est faisable. C'est faisable jusqu'à un certain point. Ce point-là est extrêmement
important pour toutes les personnes qui s'entraînent très régulièrement. Personnellement, quand je m'entraîne beaucoup et que je suis dans les plus gros pics de charge de ma saison, j'ai beaucoup moins de temps au final pour manger. Donc il faut trouver le juste milieu entre j'ai pas mal de temps pour manger et je brûle pas trop de calories non plus. C'est pas forcément très facile parce qu'au bout d'un moment, ton corps ne veut plus ingurgiter trop de calories. Certains coureurs devraient manger, je pense, entre 4 et 5 000 calories par jour s'ils continuent l'entraînement qu'ils font. Et ils ne mangent pas ces calories. En tout cas, dis-moi si tu as des problèmes mécaniques du coup au tendon de l'Achille, le périostite, au niveau du pied, même au niveau du genou. Ce sera un plaisir de savoir. Dis-moi si cette vidéo du coup t'a apporté quelque chose, si ça t'a apporté quelque chose sur l'endurance fondamentale ou même la gestion ou ce truc de on n'est pas forcément en sécurité en endurance fondamentale. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines parce qu'il y en a des très belles qui arrivent. Ciao!